Ok, merci beaucoup. Ben, merci de m'accueillir déjà. C'est toujours un plaisir. Donc c'est un deuxième plaisir parce qu'on en a eu un premier à Marrakech. Et puis ben, on verra pour la suite. Donc oui, on m'a demandé de venir pour relater l'expérience que j'ai sur les recommandations que je co-organise avec d'autres malheureusement depuis de nombreuses années. Malheureusement parce que ça serait mieux d'être jeune. Et à la SPILF en France et puis également à l'Europe. Et donc, comment utiliser, comment faire et comment utiliser des recommandations. Alors, voilà. Alors, inutile d'essayer de le lire, hein, c'est simplement pour visuellement, pour essayer de vous montrer les différentes étapes absolument nécessaires et indispensables, on y reviendra, sur comment réaliser, comment fabriquer une recommandation. D'emblée, je vous dis, le mot recommandation est très mal choisi et on verra pourquoi. Alors la première chose, il faut déjà choisir le thème. Alors pourquoi est-ce que vous choisissez un thème? Eh bien les critères de choix, alors ce n'est pas du tout exhaustif, hein, parce qu'on peut être très imaginatif, mais en gros les plus fréquents, soit c'est une raison économique, soit c'est une raison de mésusage. Vraiment, les médecins commencent à faire n'importe quoi, donc il faut essayer de rectifier le tir. Il y a des nouvelles procédures, il faut absolument trouver leur place, comme exemple les multiplex hein, en biologie. Il y a une émergence, bien entendu, ben là on ne connaît rien à la maladie, il faut bien fabriquer un espèce de guide pour s'en sortir. Et puis il peut y avoir des notions de fréquence aussi. Donc là, c'est l'infection ORL de l'enfant, par exemple, qu'on est en train de remettre à jour et qui est un très bon exemple de fréquence, puisque c'est le premier motif de prescription des antibiotiques, en tout cas en France. Après, deuxième étape, et ce n'est pas la plus facile, c'est le choix du responsable. Le choix du responsable, c'est quelqu'un qui est absolument clé dans une recommandation. Il doit avoir des compétences multiples. C'est un chef d'équipe, mais un chef d'équipe qui n'est pas dominateur, déjà. C'est un diplomate, c'est un expert, mais à ce moment-là se pose la question des conflits d'intérêts. Parce que comment être expert sans aucun conflit d'intérêts? C'est un évaluateur scientifique, et puis c'est un écrivain, parce qu'à l'arrivée, il va falloir écrire quelque chose. Donc vous admettrez avec moi que ce n'est pas forcément simple de trouver la bonne personne. Et puis enfin, ensuite, le choix du panel des experts. Alors, c'est des experts qui sont bien entendu dans le domaine concerné, mais avec des égos forts à gérer. Ça, c'est la première chose. Les conflits d'intérêts, là encore, on y revient. Comment être expert sans conflit d'intérêts? Et puis aussi une très forte tendance à faire de leur domaine de compétences le centre absolu de la recommandation. C'est-à-dire qu'ils voudraient faire le livre de leur vie sur leur domaine de compétences. Ça revient à l'ego que je signalais au début. Donc attention, ça c'est extrêmement compliqué à gérer. Ensuite, il faut faire une bibliographie, bien entendu. En général, on essaye de trouver des personnes qui sont extérieures au panel pour faire la bibliographie, pour éviter les biais. Parce que, bien entendu, l'expert, il va chercher dans son petit domaine d'expertise et puis surtout ce qui est conforme à sa modalité de pensée. Donc, il faut essayer de trouver les papiers qui sont divergents. Puis enfin, il faut donner une valeur à la bibliographie qu'on a fait. C'est-à-dire, c'est une revue, c'est des cas cliniques, c'est une étude comparative, etc. C'est tout le principe de la méthode GRADE. En effet, il faut grader les résultats, donc, et à l'arrivée, ben, vous avez une recommandation qui est gradée ou qui est simplement un avis d'expert. Avis d'expert, ben, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas suffisamment de littérature pour dire que c'est de l'evidence-based medicine. C'est tout simple. Mais ce n'est pas pour ça que c'est mauvais. Et puis enfin, la recommandation, il faut la publier, donc les points clés. Alors ça, c'est un point clé essentiel. Si vous voulez éviter une guerre civile, il faut absolument définir les auteurs et leur ordre au début de la recommandation.
parce qu'à l'arrivée, ça devient extrêmement difficile à négocier. Donc vous mettez le cadre d'emblée de ces auteurs. Ça permet d'éviter parfois ou de limiter les guerres d'ego. Deuxièmement, il faut choisir la langue de publication. Votre recommandation, elle est pour qui? Pour un public international ou au contraire pour le public national ou même pour une région, pourquoi pas? Choisir donc la langue de publication, ça correspond à ça. Il faut choisir le bon journal, bien entendu, et surtout la concision. Comme je vous le disais précédemment, chacun a tendance à vouloir écrire le livre de sa vie à travers la recommandation. Bien entendu, ce livre, personne ne le lira. Et donc la recommandation ne sert à rien. C'est du temps perdu. Donc la concision est quelque chose d'absolument essentiel. Ce n'est pas toujours facile à faire admettre. Et puis enfin, il faut réfléchir sur un mode pédagogique. On est tous partis dans une reco sur une idée extrêmement scientifique, et maintenant il faut la traduire en pédagogie. Et il faut trouver les bons mots, il faut trouver le bon agencement des mots pour que cette recommandation soit une vraie pédagogie sur le thème concerné. C'est fait pour être appliqué, c'est fait pour recommander un changement, c'est pas fait pour valoriser votre qualité scientifique. Alors quel impact? Parce qu'on peut se demander à quoi ça sert tout ça. Alors quel impact? Il y a des bénéfices potentiels d'une recommandation pour les patients, ça paraît évident. C'est la promotion des interventions efficaces, c'est déconseiller des interventions qui ne sont pas efficaces, voire dangereuses, uniformiser les bons comportements ou ce qu'on considère comme bons, informer des choix possibles et des critères de choix, et puis influencer les politiques de santé. Bien entendu, une recommandation, elle sert aussi à ça. C'est informer le décideur de santé et lui permettre d'évoluer de façon positive. Pour les soignants, il y a des bénéfices. Ça facilite la décision médicale, c'est une référence pour les comportements et pour une amélioration des soins, et ça renforce les comportements pour des essais cliniques encore plus efficaces. On peut voir à travers la recommandation des manques et à partir de là décider des explorations supplémentaires. Et puis des bénéfices pour le système de santé lui-même, avec une standardisation des soins, avec une évaluation des besoins, avec une évaluation des impacts, une image dans le public, c'est extrêmement important le sérieux apporté par la recommandation pour l'adhérence du public au comportement de santé. On voit ça avec les vaccins. Les décisions des assurances. Les assurances regardent les recommandations et voient ce qu'on peut assurer, quel risque et pas quel risque. Et puis, dans les expertises, l'impact médico-légal est extrêmement important. En France, je parle que de ce que je connais, en France, l'impact médico-légal des recommandations est extrêmement important dans la décision des juges, dès lors qu'il y a un procès pour d'éventuelles fautes médicales, qui en sont ou qui n'en sont pas. Et la conformité aux recommandations est un élément essentiel de la décision judiciaire. Et puis enfin, les estimations budgétaires. Le système de santé, à partir des recommandations, peut avoir une évaluation de ce que ça peut coûter ou de ce qu'on peut économiser. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Premièrement, il est possible que la recommandation soit erronée pour un individu. Autant elle peut être bonne pour une collectivité, autant elle peut se révéler fausse pour un individu donné, pour un cas clinique particulier. Elle peut aussi être fausse en elle-même, c'est-à-dire qu'on peut s'être trompé. Ça arrive. Le fait qu'il y ait des groupes limite ça, mais ce n'est pas impossible. Le manque de données scientifiques, eh bien, ça aboutit à des recommandations de quelques individus. Et si vous me passez l'expression, de quelques grandes gueules qui imposent leur vue en profitant de l'absence de littérature précise. Et puis, il peut y avoir aussi le manque de temps, de moyens, de compétences
pour évaluer chaque article. Ça, c'est un vrai problème. Peut-être, l'intelligence artificielle pourra nous aider. C'est loin d'être certain, mais c'est une piste qui est actuellement en cours d'exploration. Et puis, il y a la subjectivité. Les experts, c'est des humains. Donc, il y a une subjectivité qui est évidente. Et puis, il peut y avoir aussi d'autres limites. Par exemple, le besoin d'un individu n'est pas forcément celui de la société. Et la recommandation collective n'est pas forcément ce que l'individu demande. Il y a un problème de coût-bénéfice. Il y a un besoin social. Celui qui organise la recommandation a ses propres intérêts. Et y compris et surtout, j'allais dire, si ce sont des agences de santé. C'est le plus gros conflit d'intérêts possible. Chez nous, la sécurité sociale, parce que c'est eux qui amènent l'argent. Donc à partir du moment où ils sont impliqués, et je l'ai vu dans de multiples discussions au niveau des différentes agences gouvernementales, celui qui amène l'argent, il a un poids considérable dans le résultat de la discussion. C'est un conflit d'intérêts, évident. Il y a des limites économiques, donc des limites sociétales, et puis des limites politiques. Est-ce qu'un pouvoir politique a envie que la recommandation Intel soit menée à bien? Ça peut aller à l'encontre de ce qu'il a décidé être une politique de santé. Puis il y a des dangers pour les patients. Ça peut être une inadaptation au malade précis, si on l'applique de façon parfaitement rigide. En fait, il vaudrait mieux qu'on aboutisse à un menu avec un choix de possibilités plutôt qu'une couverture rigide. Après, il y a le côté obsolète. Une recommandation peut être obsolète. Une recommandation sur les infections respiratoires de 2018 ne tient évidemment pas compte de la Covid, et bien entendu, elle est obsolète. Elle est complètement obsolète. Donc attention, la date est extrêmement importante. Alors ça pose la question de ce qu'on appelle les living guidelines, c'est-à-dire les guidelines, les recommandations qui sont révisées en permanence. Et comment est-ce qu'on met en place ça? Parce que ça implique énormément de moyens humains, éventuellement des moyens financiers, et puis des publications. On ne va pas publier toutes les 4 semaines un article nouveau sur le même thème. Donc ça pose la question de l'endroit où on va publier les recommandations. Est-ce que c'est un journal ou même est-ce que c'est un site sur lequel on va pouvoir mettre à jour très, très fréquemment? Il y a un danger d'exclure définitivement une procédure, parce qu'au jour J, telle procédure ou tel test ne sert à rien, je prends une caricature, mais le test lui-même est amélioré, etc. Et 2 ans plus tard, ça peut devenir quelque chose d'extrêmement important dans la recommandation. Donc on rejoint le Living Guidelines, mais c'est aussi le danger de scléroser la recherche sur le test en question. Donc là, il faut aussi avoir l'esprit ouvert. Et puis, il y a le risque de recommander des choses chères. Par exemple, nous, dans les recommandations encéphalite, on recommande une IRM cérébrale pour tous les malades. Et ça veut dire que tous les hôpitaux doivent être équipés d'un outil IRM cérébral. Ce n'est pas gratuit. Donc notre recommandation, elle peut avoir des conséquences économiques extrêmement importantes. Et puis enfin, elle peut se focaliser sur des sujets qui sont apportés par les médias, qui sont apportés par les politiques, qui sont apportés par le public, et alors que son intérêt médical n'est pas terrible. Je vous prends un exemple, un cas clinique de la vraie vie. Une prophylaxie biopsie transpérinéale de prostate, oui, non. C'est un patient diabétique type 2, le médecin traitant dit oui, je veux qu'il ait une prophylaxie. L'anesthésiste dit non, parce que la recommandation de la SPHAR, la Société d'anesthésie-réanimation en France, dit non.
Donc, il ne fait pas de prophylaxie. Le malade fait une bactériémie avec choc et il reste en réanimation pendant 4 semaines. La recommandation pour ce malade précis était inadaptée. Et puis, il y a des dangers pour les soignants, avec des recommandations avec faible évidence, une information scientifique qui est potentiellement inadaptée, très bien, on en a déjà parlé, un développement de mesures erronées, coûteuses, risquées, c'est le risque de passer à côté, bien sûr, et puis j'en ai parlé d'arrêt de recherche ultérieure sur des procédures. Et puis, une utilisation inadaptée, médico-légale, on l'a vu, c'est général, une recommandation, mais ce n'est pas un individu. Une utilisation inadaptée par les médias, qui coupent un petit morceau de la recommandation pour raconter ce qui les arrange. Et puis, il y a des mots qui sont mal choisis et qui devraient être éradiqués de tout vocabulaire de recommandation. Si on dit « devrait », on ne dit pas « doit ». « Devrait », en fait, vous faites à peu près ce que vous voulez. « Doit », il faut faire ça. C'est vraiment une affaire de vocabulaire extrêmement important. Il y a des dangers pour le système de santé en termes de disponibilité de ce qui est recommandé, des coûts de ce qui est recommandé, et puis de vampirisation éventuelle des moyens pour se mettre en conformité avec la reco au détriment d'autres choses. Et donc ça, effectivement, il faut qu'il y ait un arbitre qui est les tutelles, on va dire, de la politique de santé. Juste pour vous donner une estimation, une recommandation, elle a un coût. Quand vous fabriquez une recommandation, alors c'est un article que j'ai écrit et qui est en cours de publication, on prend l'hypothèse d'une recommandation avec 6 questions, 25 experts, 6 bibliographes, 20 reviewers, qui est évaluée en France. J'ai pris les salaires français. Eh bien, vous avez un coût de cette recommandation entre 250 000 à 400 000 euros. Ce n'est pas la société savante qui les assume, c'est le temps passé par les experts qui sont payés par ailleurs par leur institution. Mais est-ce que leur institution est d'accord pour qu'ils passent ce temps et donc utilisent cet argent pour faire cette activité? C'est une question que pudiquement aucun d'entre nous ne s'est jamais posée, mais c'est une question réelle. Alors au final, quelques questions. Est-ce que c'est la loi? La durée de vie d'une recommandation, est-ce que c'est la loi? Je ne pense pas. Est-ce que c'est la loi? Non. C'est un guide. Et le mot recommandation, je disais qu'il était mal choisi. C'est la mauvaise traduction française de guideline, l'américain, qui veut dire guide plus que recommandation. La durée de vie de la recommandation, eh bien, je vous en ai parlé, c'est la question des living guidelines. Est-ce que c'est valable partout? Pas forcément. Prenons l'exemple des méningites bactériennes. La recommandation européenne, elle dit vancomycine en première ligne pour les méningites bactériennes. La recommandation française, c'est céphalosporine 3e génération, seule. Parce que nous n'avons pas, ou très peu, de pneumocoques résistants à la pénicilline actuellement. Alors au final, il y a vraiment une nécessité d'adaptation aux conditions locales, une vraie nécessité d'adaptation au patient lui-même, et il y a une absolue nécessité d'interprétation et de regard critique sur une recommandation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en faire, mais ça veut dire que ce ne sont pas les tables de la loi, que c'est une orientation médicale extrêmement utile, mais il ne faut pas non plus se ficeler avec ça. Ce n'est que ça.